Attention, 3, 2, 1. Salut tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Bienvenue. Je suis Alexandre Sutra, Head of Community chez Crème de la Crème. Bienvenue à ce webinaire. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui se connecte. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Hello Ileb, ça va? Coucou, il est en forme. Salut Ziani, salut Yannick. Vous allez bien? Bienvenue. La forme, super, merci. Bonjour à Tim, Achille. Ça va? Salut Pierre, salut Mehdi, salut Oussama, Mathias, Eric, Nassima. Il y a du monde qui se connecte, trop fort, on est nombreux. Moi je vais super bien, je vous remercie. Ravi de vous accueillir pour ce webinar Data Platform Engineer. On vous propose une immersion totale avec Hélène et Mohamed Amin. Salut Nassima, salut Nour, Florian, vous allez bien? Bienvenue, on est ensemble pour à peu près 45 minutes et on est ravis de vous accueillir. Bonjour Pierre-André, bonjour Eric, bonjour Philippe, hello Romain. Ce que je vous propose, c'est on va prendre quelques minutes avant de démarrer. En général, on commence à 11h35, le temps que tout le monde se connecte. Je vous propose d'expliquer ce que vous faites, de mettre un petit mot sur ce que vous faites dans le chat. Et puis, où est-ce que vous êtes basé? Alors, moi, je suis community builder et je suis basé à Bordeaux. Et vous? Bonjour Jean-Paul, bonjour Rebecca, Kevin et David. Alors c'est marrant parce que David, il est juste pas très loin. Parce que vous n'êtes pas censé savoir, mais il y a un café crème aujourd'hui chez Crème de la Crème. Un café crème, c'est une journée de coworking dans nos bureaux qu'on réserve pour une quinzaine de freelances sur inscription. Donc voilà, David est pas très loin de moi. Voilà. Je suis dans les bureaux de Crème actuellement, tout comme Hélène. Alors, en termes de profil, salut Anis. Donc Eric, 1G Infra DevOps CRE dans l'Hérault, super. Pierre, CP, c'est quoi? C'est Cloud Computing à Bordeaux, Data Engineer à Bordeaux, Data Ops à Paris, DevOps Paris, Data Eng à Marseille. Ben, super. Euh, on a les 5 premières personnes qui se présentent. C'est exactement le type de personnes qu'on voulait adresser parce que vous allez voir le contenu s'adresse à vous. Florian, architecte data à Nantes, intéressant. Ileb, Data Ops Paris, super. Et Mohamed Amin, bah oui, Mohamed Amin. Tu es à Paris d'ailleurs, Mohamed Amin. Chef de projet, ingé software full stack à Lille. Salut tout le monde, salut David, salut Anis, Hélène. Data engineer, SysOps, GCP. Eh ben c'est génial. On commence dans quelques minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Eh ben, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Il est 11h35. Ça y est, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinar organisé par Crème de la Crème. On est ravis de vous accueillir. Je me présente, je suis Alexandre Sutra. Je suis Head of Community chez Crème de la Crème. Et aujourd'hui, on va vous parler Data Platform Engineering. On va deep diver
dans ce rôle-là. Et en fait, on a justement un contributeur de la communauté qui s'appelle Mohamed Amin, qui est freelance avec qui on collabore. Dans quelques minutes, je vous le présente avec Hélène également. Mais avant tout, un petit mot sur Crème de la Crème. Donc, Crème de la Crème, on est une communauté assez active de freelance, principalement dans l'IT. Donc, on travaille principalement avec des grands comptes également. On a plus de 45 000 profils inscrits sur notre plateforme. Et nous, tout simplement, on met en relation des freelances, des talents qui font de l'engineering, du product management, du cloud, de la data, du product, du design, avec des grands comptes qui ont des besoins de staffing, de freelance. Ça peut aller de 5 missions, mais ça peut monter à 30-40 missions en simultané. Et notre plateforme, la plateforme Crème de la Crème, permet justement de garder une visibilité et de piloter cette équipe de freelance. Pour les freelances, c'est également aussi une plateforme qui permet de suivre les missions que vous avez en cours et d'avoir une meilleure visibilité sur vos missions. On a également donc la communauté Crème, qui est donc composée de freelance, mais on a aussi une entité qui s'appelle Crème Connect, qui est un club de C-level et de décideurs dans la tech. Donc, voilà, vous pouvez, si vous nous suivez ou si vous nous connaissez un petit peu, vous devez savoir qu'on est assez actif et qu'on organise plusieurs événements. Et voilà, en fait, une de nos missions, c'est bien évidemment de rassembler, de fédérer autour des sujets freelance et d'amener aussi des retours d'expérience, un petit peu comme on a aujourd'hui, des témoignages. Euh, qu'on essaye de trouver, on va dire, le plus authentique possible. Et ça, c'est vraiment nous qui sélectionnons ces sujets. Et en fait, tout simplement, le webinaire d'aujourd'hui, il a commencé en fait avec une discussion avec Hélène, qui est donc business manager de la business unit industrie pharma. Bonjour Hélène, tu vas bien? Je vais bien. Ravie d'être là en tout cas aujourd'hui. Bah écoute, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques mois, en fait, on avait discuté, c'était je pense en septembre, octobre, je disais, mais dis donc, je cherche un témoignage d'un freelance justement qui fait de la data platform, qui serait OK pour témoigner. Et là, je sais pas si tu te rappelles, tu m'as dit, bah attends, je pense à quelqu'un directement, et c'était Mohamed Ouais. Amin. On va pas lui mettre trop de pression pour sa présentation après, Non, mais mais c'est vrai que pour moi c'était quand même une évidence de penser à lui. mais c'est vrai que c'était chouette parce qu'en fait, toi, tu gères une flotte de freelance sur le secteur de l'industrie de la pharma, hein, c'est bien Mmh. ça? C'est ça, Et, exactement, ouais. Donc et toi, du moi ouais? Pardon, Non, je t'ai coupé, non, je t'en vas-y. prie, je t'en Non? prie, je t'en prie, vas-y. Bah, du coup, je vais peut-être en profiter pour me présenter aussi. Ah donc je Carrément. vais présenter Crème la Crème et je vois que tu l'as fait et du coup tu as tout résumé. Mais peut-être du coup moi c'est Hélène, enchantée tout le monde. Je suis arrivée chez Crème il y a à peu près 2 ans maintenant, donc en tant que business unit manager et avec une équipe de 4 personnes. On s'occupe vraiment des entreprises du secteur industriel au sens large. Après chez Crème aussi on est répartis par secteur d'activité, donc je vais avoir des collègues qui vont être plus sur la partie luxe, banque, finance, assurance, etc. Donc on couvre vraiment le panel sectoriel au sens large. Mais pour ma part, avec mon équipe de 4 personnes, on est sur les comptes plutôt industriels. Donc ça va couvrir la partie énergie, la partie pharmaceutique ou également des industries, on va dire, un peu plus traditionnelles. Et notre rôle, vraiment, notre day-to-day, c'est d'accompagner, du coup, un peu comme tu disais, Alexandre, les entreprises grands comptes dans la réussite de leurs projets stratégiques dans des environnements qui sont souvent ultra exigeants et qui du coup sont plus ou moins habitués quand même à faire avoir recours au freelancing. Et nous notamment, on porte vraiment à cœur tout ce qui est orienté à data, donc que ce soit des data engineers, des data scientists, mais également du coup tous les rôles qui vont être un petit peu transverses et qui vont aussi contribuer à la réussite d'un projet, que ce soit sur de la chefferie, que ce soit Mhm. sur la partie infra, que ce soit sur la partie product. Donc vraiment, nous, on adresse toutes ces expertises-là.
Et pour peut-être citer quelques comptes clés, ça peut être Mhm. du Vinci Énergie, du Renault, Vinci Construction et puis, sans oublier, Air Liquide et j'ai vu aussi, qu'il y avait des personnes de chez Air Liquide, qui participaient aujourd'hui, donc coucou, Yves, notamment, j'ai vu que tu étais là, avec qui on a une très belle, collaboration et donc c'est vrai que quand tu m'as dit un petit peu les sujets que tu voulais, animer, notamment autour de la data, qui est vraiment un enjeu clé pour la plupart des entreprises. Moi, j'ai pensé tout de suite à Mohamed Amin, qui a rejoint du coup Air Liquide il y a un peu plus d'un an maintenant, qui a une belle évolution. Donc, je suis ravie aussi qu'il soit là et de lui laisser la parole pour vraiment qu'on puisse faire une immersion à 100% un peu dans son quotidien et aussi d'avoir un peu ses insights et ses inputs sur son métier, son day-to-day. Bon, bah écoute, super. Juste avant de faire monter Mohamed Amin sur scène, est-ce que tu peux nous donner, c'est le deuxième webinaire de l'année, est-ce que tu peux nous donner quelques tendances rapides justement sur toi, sur le marché, comment tu le vois, est-ce que ça Mmh, va, c'est plutôt positif, voilà, est-ce ouais. que tu peux nous donner ton avis? Mmh. Donc plutôt optimiste. Je sais que le premier webinaire, Super. c'était pas forcément le cas, c'était fin d'année. Il y avait beaucoup de budgets qui étaient clôturés, des entreprises qui étaient très prudentes. Donc là, on voit, quand même que le marché, reprend. Donc, c'est pas le même marché qu'il y a 3 ans. On n'est pas encore à ce stade-là. Mais que ce soit moi ou quand j'en parle un petit peu au bureau avec mes collègues, on sent que, le marché il reprend, notamment sur des enjeux data infra. Bien qu'on est dans une économie qui soit pas des plus florissantes, on voit qu'il y a un besoin vraiment quand même d'investir et de ne pas prendre du retard sur des sujets aussi strates que la partie data. Donc on voit des demandes qui entrent et on sent encore que c'est un petit peu le début de l'année, mais sur les prochaines Mhm. semaines, il y a clairement une dynamique qui reprend. Ok, trop bien. Bon, parfait. Merci beaucoup, Hélène. En fin de webinaire, Plaisir. on repartagera quelques missions ouvertes. En ce moment, tu m'as dit qu'il y avait quelques missions de machine learning engineer ouvertes. Bref, on Mm. pourra revenir là-dessus. Sans plus tarder, je fais monter Mohamed Amin sur scène. Salut, Mohamed Amin. Hello à Hello. tous, salut Alexandre, salut Hélène, merci beaucoup pour votre confiance et votre invitation aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Pour me présenter, donc Mohamed Amin, ça va faire plus d'un an et demi, comme a dit Hélène, que je suis chez Air Liquide. Je suis vraiment spécialisé sur des enjeux côté data platform chez Air Liquide, pardon, et j'ai vraiment un attrait et une spécialisation sur les enjeux grands groupes. Je vais vous présenter par la suite concrètement ce que c'est un data platform engineer, mais en gros, on jongle quotidiennement finalement sur des enjeux d'architecture, data engineering, infra. Et donc, c'est un peu l'intérêt de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu mon métier, ce positionnement-là, et vous rentrer un peu plus dans le détail. Yes, c'est vrai que moi je me rappelle, on avait préparé ce webinaire, on avait fait plusieurs calls et en fait, tu as vraiment un rôle qui est très transverse et au-delà de ça, et on verra peut-être un peu à la fin, mais moi j'avais vraiment apprécié la manière que tu as de te former en continu, comment tu avais cranté dans l'organisation. Je trouve ça très intéressant et ben voilà, on a estimé que c'était chouette à partager aujourd'hui, donc merci de ta présence. Plaisir. Et en tout cas, voilà, on a, nous, si vous voulez, je m'adresse à l'audience, une série de questions qui sont déjà préparées, qui est un peu notre colonne vertébrale, mais bien évidemment, cet événement se veut interactif. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, partagez aussi, vous, votre retour d'expérience, ça viendra enrichir l'expérience. Ce qu'on peut faire déjà, peut-être pour démarrer, c'est effectivement partir sur des bases, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas toujours des standards dans la tech, l'innovation. Donc, les différences concrètes entre DPE, donc Data Platform Engineer, et Data Engineer. Ok. Très bonne question, Alexandre, merci beaucoup. On voit souvent, en fait, généralement dans l'industrie, des profils data engineer, des offres data engineer, mais très peu d'offres data platform engineer. Vous allez voir que c'est à travers ma présentation que c'est une catégorie, une profession qui est vraiment spécifique à des grands groupes de manière générale. Mais en gros, un data engineer, ça se concentre vraiment sur la construction de pipelines. Il développe des pipelines ETL, ELT pour en gérer, transformer des données. Il est vraiment au contact de la data. Donc, il optimise aussi des requêtes. Il fait un gros travail applicatif sur les flux de données. Il crée vraiment des datasets exploitables par la suite par d'autres équipes. Alors qu'à contrario, les data platform engineers, c'est plutôt des profils plutôt orientés infra.
pour des plateformes data qui supportent finalement l'écosystème d'une entreprise. Et donc, l'idée, c'est vraiment de ce genre de position-là, c'est vraiment de concevoir et de maintenir des infrastructures data. Donc, il y a de l'automatisation, il y a de l'infrastructure as code, de pratiques DevOps. Et il y a pas mal de sujets aussi de sécurité, gouvernance, d'architecture et de conformité de données. Donc, l'idée, en fait, finalement, un data platform engineer, c'est un profil qui crée des outils pour les data engineers. On peut en gros résumer ça. Donc le data engineer, ça, voilà, il construit et il maintient la fondation sur laquelle les data engineers vont développer leur pipeline et transformer les données. Donc c'est vraiment une collaboration qui est assez essentielle, notamment dans des grands groupes. Ouais, c'est intéressant. Il y a quelqu'un en se présentant tout à l'heure qui a dit je suis Data Ops. Il y a aussi une spécificité avec ce rôle-là. Alors tout à fait, généralement, les profils un peu data platform engineer, on appelle aussi ça des profils data ops. Et d'ailleurs, Mhm. Ieb, qui est dans l'audience, j'ai pu travailler avec lui dans l'équipe data platform. Donc c'est assez similaire, donc il travaille sur les mêmes enjeux qu'un data platform engineer. Hyper intéressant. C'est vrai que tu as parlé tout à l'heure, tu as évoqué le fait que justement, il y avait quand même une spécificité grand groupe. Et nous, on le voit, hein, chez Crème de la Crème, on travaille principalement avec des boîtes du CAC 40, des grandes organisations, des corporates, comme on pourrait les appeler aussi. Donc, en fait, qui ont quand même des organisations assez spécifiques, qui n'ont pas la même agilité que des plus petites structures, ce qui est aussi normal. Donc, en fait, on peut aussi se poser, enfin, ça amène un petit peu à la question qu'on a, c'est à quel moment, quel type d'organisation a besoin d'un data platform engineer. Ok, c'est encore une très très bonne question. Je dirais que ça dépend vraiment de la taille et du contexte de la boîte. Généralement, les petites structures de moins de 50 personnes, type startup, petites PME, ils n'auront pas forcément besoin de data platform engineer. Ils auront surtout besoin, je pense, d'un data engineer qui est, je dirais, full stack. Le terme full stack n'est pas forcément adapté, mais qui est capable d'avoir des responsabilités combinées, d'intervenir sur pas mal de sujets. C'est vraiment plus adapté. Et généralement, on a un seul data engineer ou une équipe assez réduite à ce niveau-là. Ensuite, sur des structures plutôt moyennes, je dirais entre 50 et 200 personnes, là, on commence vraiment à avoir besoin d'une équipe data dédiée avec des senior data engineers, avec un focus qui commence à être un peu infrastructure. Et c'est à ce moment-là où je pense que la transition peut être intéressante petit à petit vers des positions de data platform engineering. Et là, vraiment, les grandes entreprises à plus de 200 personnes, du type Air Liquide, c'est vraiment là où finalement on a des équipes plateformes qui sont dédiées et ça devient vraiment nécessaire. Et le rôle de data platform engineer, il devient assez essentiel et distinct. Donc, je dirais qu'on a besoin d'un data platform engineer à partir du moment où on est confronté à une multiplicité d'équipes data dans le groupe, avec des problèmes de scalabilité, des besoins, par exemple, de standardisation inter-équipe. Typiquement, chez Air Liquide, on est dans un contexte international. Donc, en fait, en Asie, on a une manière de travailler. En Europe, on a une manière de travailler. Aux États-Unis, on a une manière de travailler. Donc, il y a un gros enjeu d'uniformiser finalement tout ça. Et donc, il y a aussi pas mal d'autres enjeux que je vous présenterai par la suite, notamment tout ce qui est enjeu gestion multi-cloud et multi-région. Du coup, j'en profite aussi parce que c'est toujours intéressant d'avoir un peu aussi, de connaître un peu mieux l'audience. Je viens de partager un sondage. Donc, quelle est la taille de votre organisation, donc de votre entreprise, dans la BU ou la DSI dans laquelle vous êtes? Je trouve que c'est intéressant parce que effectivement, on a plutôt, enfin, en tout cas, il me semble que voilà, Data Platform Engineer est plutôt dans les grandes organisations, mais on pourrait aussi avoir des exceptions. J'imagine quand il y a un grand volume de données, donc. Voilà, n'hésitez pas à partager. Yes. Et concernant, si je parle concret et vis-à-vis de mon client actuel, donc là, Air Liquide, c'est une entreprise qui est présente dans plus de 75 pays à travers le monde, donc avec un environnement vraiment industriel et orienté santé qui est très, très hautement régulé. Et donc, en termes d'enjeux, on est vraiment sur des enjeux de besoin de conformité et s'adapter dans un contexte international, dans différentes zones géographiques à travers le monde. Et il y a aussi beaucoup d'enjeux data platform et de défis à grande échelle, c'est-à-dire il y a beaucoup de sujets d'architecture multi-cloud. Principalement, à titre personnel, je travaille principalement sur la data platform pardon, qui est sur AWS, mais j'interviens aussi là pour le compte d'un sujet en Chine, notamment sur du Alibaba Cloud. Et bien entendu, Air Liquide travaille aussi sur d'autres cloud providers du type GCP ou Azure. Il y a aussi des sujets de conformité réglementaire par région, d'harmonisation des pratiques data et data platform à l'échelle mondiale.
Et comme j'ai pu le dire, on est principalement sur AWS en termes de stack technique à ce niveau-là. Et donc pourquoi est-ce que finalement le Data Platform Engineer est indispensable chez Air Liquide? Bah, de ce que j'ai pu vous dire précédemment et maintenant, ça illustre vraiment concrètement le rôle du Data Platform Engineer dans cette entreprise-là. Sans Data Platform Engineer et une équipe dédiée, bah, chaque région finalement développerait sa propre infrastructure, ses propres outils, ses propres patterns, et forcément finalement on ne serait pas aligné, il y aurait une sorte de chaos qui est quasiment garanti, alors qu'avec une équipe Data Platform dédiée, avec un Data Platform Engineer, on se force, on essaye d'avoir une standardisation, une gouvernance, une ligne directrice pardon, à travers tout le groupe, et d'avoir des templates réutilisables et de s'aligner en termes de stratégie data à l'échelle du groupe. Ouais, c'est intéressant, Hélène, toi qui justement est en contact avec plusieurs grandes organisations, est-ce que le besoin de Data Platform Engineer, c'est quelque chose que tu vois de manière récurrente ou peut-être que c'est pas des besoins qui te sont adressés? Comment Si, je pense que c'est des enjeux qui sont assez similaires, quels que Mhm, soient, du coup, les secteurs, d'activité des entreprises. C'est juste un peu comme Mohamed Amin le disait, on va le retrouver à partir d'une certaine taille. Pour les oui, c'est ça. PME, les TPE, c'est le besoin, il n'est pas là, ils n'ont pas cette maturité-là. Mhm, mhm. Mais dès qu'on a scalé un petit peu et qu'il faut donner une ligne directrice, une gouvernance, on voit que ce besoin de plateforme est naissant et fait partie des enjeux stratégiques. Ok, bon, mais en tout cas, on voit dans l'audience, il y a plus de 70%, il y a 70% de l'audience qui évolue dans une organisation de plus de 250 collaborateurs. Donc, effectivement, n'hésitez pas à partager si vous voyez dans le chat, si vous avez vous-même des questions, des retours à l'expérience, c'est toujours intéressant. Euh, Si ça vous va, on peut revenir. Attendez, hop, là, voilà, j'ai toujours un yes. Mohamed Amin, est-ce que je te laisse continuer? Est-ce que tu souhaites qu'on avance et qu'on passe sur la prochaine, la prochaine étape? Yes, on peut continuer sur les questions, Alexandre. Bon, bah écoute, trop Alors, bien. Ouais, vas-y, je te laisse alors la main puisque yes, tu peux défiler les slides, ça te dérange pas, Alexandre? Au fur yes, et à mesure. bien sûr, vas-y, vas-y. Parfait. Alors, les principaux défis techniques d'un data platform ingénieur. Donc, pour ces slides-là, j'ai résumé en 6 catégories. Premièrement, je dirais que c'est des enjeux plutôt de scalabilité et de performance, c'est-à-dire gérer un large volume de données, optimiser des requêtes à grande échelle, maintenir une architecture qui soit performante. Il y a également un gros sujet de sécurité et de gouvernance, que ce soit de la conformité dans différentes régions, de gestion d'accès et de permission IAM, mais aussi l'information, par exemple, sur du AWS pour pouvoir avoir accédé à de la donnée dans le lake. Il y a également des sujets de data lineage et d'auditabilité, pardon. Il y a des sujets également de multi-cloud, comme j'ai pu vous présenter sur du AWS, du Alibaba Cloud et d'autres cloud providers. Il y a également des thématiques de FinOps et d'optimisation. C'est bien beau de pouvoir mettre en place pas mal de choses, de ressources et des architectures, mais l'idée derrière, il faut que ça n'explose pas les budgets et qu'on maîtrise finalement des coûts cloud en croissance et qu'on optimise finalement tout ce qui est compute et storage. Et il y a également des sujets d'observabilité, de fiabilité, notamment sur comment réagir finalement lorsque des incidents assez importants se produisent. Et je dirais qu'un point qui est souvent négligé, c'est la collaboration et la communication avec les autres équipes. Nous, actuellement, chez Air Liquide, on a la chance d'avoir une équipe enablement qui est vraiment dédiée à former et à transmettre ce que nous, on est en train de produire aux équipes techniques. Donc, entre nous et les data engineers ou qui sont nos utilisateurs, on a une équipe qui est vraiment dédiée et qui forme nos utilisateurs à ce niveau-là. Donc, nous, on travaille en collaboration avec eux pour vraiment faire une standardisation, une formation, des documentations pour que nos utilisateurs, donc les data engineers et les autres professionnels autour de la data, puissent correctement utiliser les briques techniques qu'on met en place au sein de Air Liquide. Ensuite, pour la prochaine question, concernant les fondamentaux qui sont indispensables, selon moi, pour un data engineer. En termes de fondamentaux, j'ai résumé ça en 4 briques qui, je pense, qui sont extrêmement importantes pour la profession. C'est notamment avoir des bases en software engineering, c'est-à-dire avoir une bonne connaissance sur tout ce qui est GitHub, tout ce qui est Git, avoir un bon niveau en Python et en Scala qui peut dépendre. Enfin, chaque client peut avoir potentiellement être soit sur du Python, soit sur du Scala pour l'automatisation. Être au fait sur tout ce qui est test unitaire et d'intégration. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur
l'importance de tout ce qui est software engineering parce que de base, on fait du software. Il y a tout ce qui est autour de la CI/CD pipeline avec de la tout ce qui est GitLab CI et GitHub Action. Donc ça, c'est la première brique. La seconde brique, je dirais, c'est tout ce qui est fondamentaux cloud. Donc être à jour sur tout ce qui est IAM, gestion des permissions, networking, storage. Ce que je recommande comme certification, c'est notamment la certification AWS Solution Architect, qui est extrêmement bien parce que personnellement, je l'avais suivi et qui présente énormément de services et qui va dans le détail et vous apprenez énormément de choses à travers cette certification-là. Donc si vous avez un client et que vous souhaitez évoluer vous avez un client qui est sur AWS, si vous souhaitez évoluer sur cette position-là, je vous recommande cette certification. Il y a également une brique côté DevOps qui est pas à négliger. Je dirais notamment d'avoir des skills sur Terraform ou par exemple sur AWS, sur CDK, pour tout ce qui est enjeu DevOps. Avoir des bonnes bases, avoir des bases solides en Docker. Le Kubernetes, je dirais avoir des basiques, ça suffit. Par exemple, nous, chez Air Liquide, on n'utilise pas du Kubernetes. Je sais que chez d'autres clients, on utilise du Kubernetes et c'est demandé pour des data platform engineers. Mais je dirais avoir des basics assez suffisants pour pouvoir comprendre et intervenir. Euh, Être au fait de sujets d'orchestration, typiquement Airflow, Dagster, Prefect, et notamment aussi des sujets d'observabilité. Et je dirais aussi également, comme j'ai pu le dire précédemment, il y a des enjeux aussi FinOps. On recherche aussi des profils qui mettent en place des solutions qui sont, d'un point de vue financier, qui sont pas coûteuses, donc, qui mettent en place aussi tout ce qui est système de tagging pour pouvoir suivre un peu tout ce qui est ressources qui ont été déployées et mises en place, et qui arrivent finalement je dirais, mettre en place des choses dans un budget précis et restreint, et qui arrivent aussi à itérer et faire des optimisations pour essayer de gagner un maximum d'argent à leurs clients. Donc je trouve que c'est des enjeux qui sont assez Ouais. importants et c'est des fondamentaux à maîtriser. Mais alors ça, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, Hélène, mais pour moi, je trouve que c'est hyper valuable pour les personnes qui nous écoutent. Parce qu'en fait, quand on arrive en tant que freelance dans une organisation, on a besoin d'enablers, c'est-à-dire des choses qui sont déjà en place. Et en fait, là, ce que tu donnes, c'est justement, pour moi, ça me permet, c'est une forme de faire, c'est des éléments qui te permettent de faire une espèce d'audit, en fait, de l'organisation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ces fondamentaux-là, ou alors s'ils ne sont pas suffisamment bossés ou pas bien en place, ben, ta mission, elle va être plus compliquée. Qu'est-ce que tu en penses, Mohamed Amin? Tu es aligné? Ouais, tout à fait, je suis totalement aligné et moi je suis plutôt orienté mindset, apporter de la valeur, et je me Ouais. dis que sur ce genre de position, si à la fin de la journée on souhaite apporter de la valeur à notre client, c'est indispensable d'être solide sur ce genre de fondamentaux pour justement pouvoir être comme un poisson dans l'eau finalement dans la mission et pouvoir apporter de la valeur à son équipe et au client, quoi. Bon, mais écoute, donc comme quoi, à tous les freelances qui nous écoutent, effectivement, je pense que là, vous avez des éléments très concrets pour aussi bien voir là où vous arrivez, dans quel contexte, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire en tant que freelance. Donc c'est, à mon avis, à utiliser euh, sans, sans modération. En termes On a d'outils, justement ouais, Voilà, en on a termes justement d'outils. une question aussi, pardonne-moi, Mohamed Amin, on a une question de Florent aussi que je te laisserai traiter, mais je te laisse avancer. En termes d'outils de la stack Data Platform Engineer, donc je dirais qu'il y a quatre axes. Il y a un axe plutôt orienté infrastructure as code. Donc comme j'ai pu le dire, avec du Terraform et du AWS CDK, notamment pour Air Liquide. Côté orchestration, on est plutôt sur du Docker Airflow, il y a également du Kube. Il y a différents types de cloud providers, donc du AWS, du GCP, du Azure. Il y a des enjeux d'observabilité avec du Datadog, pardon, et du Grafana, et des enjeux plutôt CI/CD et GitOps associés. La stack, Si on peut. effectivement, data. Et alors la question que je pense beaucoup parce qu'il y avait pas mal de data eng, voilà, on disait lead product, même tu vois, on a même quelques profils un peu product manager, quelques profils développeurs aussi qui sont parmi nous. Euh, Comment devenir DPE, donc comment devenir data platform engineer? Yes, alors, j'ai essayé de faire une slide qui est un peu réaliste, dans le sens où je me suis dit, moi, demain, si je dois me réorienter, en gros, je me laisserai un peu de temps. Je me suis dit, je vais être un peu large, je vais laisser aller une roadmap sur 1 an, 2 ans, pour par exemple, une personne qui est actuellement, par exemple, data engineer, dev,
ou DevOps et qui souhaitent s'orienter sur des sujets plutôt data platform et DataOps. La première phase que je dirais, c'est vraiment essayer de construire sa crédibilité. Typiquement, si actuellement, si ce genre de sujet vous intéresse, si vous êtes dans une grande entreprise qui propose ce genre de thématique-là et ce genre de sujet-là, moi, ce qui a fonctionné pour moi, typiquement de mon expérience, c'est vraiment le volontariat sur des tâches, par exemple, d'infrastructure. J'étais un data engineer, je dirais plutôt classique, et petit à petit, je voulais m'intéresser à des sujets infra. Donc, je me suis porté volontaire pour essayer de monter en compétence sur ce genre de thématique-là. Et donc, j'ai essayé d'automatiser mes premiers workflows, de faire des premières tâches à ce niveau-là, de documenter mes problèmes. J'écris beaucoup, moi, de mon côté. À chaque fois que je rencontre un problème, j'écris le problème et j'écris la solution. Ça me fait une sorte de carnet de bord. Et de fil en aiguille, finalement, je monte en compétence. Et finalement, je suis assez productif et c'est quelque chose qui a été remarqué dans mes précédentes expériences. Donc ça, c'est une première phase où si vous avez la possibilité et vous avez par exemple un sponsorship en interne, où vous avez une équipe et des personnes qui sont vraiment dédiées à ça et qui peuvent vous accompagner à ce niveau-là, je dirais que voilà, c'est cette la première phase de crédibilité qu'il y a à construire. La deuxième phase, je dirais que c'est vraiment élargir son périmètre, c'est-à-dire essayer de trouver des projets transverses, multi-équipes, essayer de participer, si possible, à des discussions autour d'architecture, de décisions qui sont faites à l'échelle de votre client ou du groupe, et vraiment essayer de contribuer à des outils internes, des templates, un peu en mode cross-équipe. Et je trouve que ça permet de commencer à rentrer sur ce genre de sujet-là. Et également, passer une certification cloud, ça vous permettra notamment de vous spécialiser sur un cloud provider particulier et de vous positionner par la suite sur ce genre de position. Et ensuite, bah, la chose la plus difficile, je dirais, dans la vie de manière générale, c'est vraiment de faire le saut et se lancer. Moi, j'ai eu de la chance d'être accompagné par Hélène, notamment pour faire ce show-là et de me lancer chez Air Liquide au travers de Crème de la Crème. Donc, pour moi, la meilleure option, notamment quand vous êtes freelance, bah, c'est le freelancing pour tester le rôle. Actuellement, si vous êtes data engineer, DevOps et vous souhaitez potentiellement avoir ce genre de positionnement-là, bah, essayez de trouver une mission qui a ce positionnement-là. Ça peut être une alternative. Montrez vos motivations pendant l'entretien, vous dire que ce genre de sujet-là vous intéresse, vous essayez de monter en compétence à ce niveau-là et vous essayez de démontrer finalement à partir de certaines réalisations, que ça peut être des projets perso ou autres, que vous essayez de vous aligner à ce niveau-là. Donc, ça peut être une porte d'entrée intéressante. Ou si par exemple actuellement vous êtes en CDI ou vous êtes encore actuellement en mission chez un client et vous voyez la possibilité de le faire, essayez de tabler sur une mobilité en interne ou vers un changement d'équipe, plutôt sur des équipes data platform, et voir si c'est possible à ce niveau-là. Et d'un point de vue réalité à anticiper sur le marché, des différentes recherches que j'ai pu faire, moi actuellement ce que je fais toutes les semaines, c'est une petite habitude et j'aimerais bien la transmettre avec vous, c'est que j'aime bien regarder un peu le marché. J'ai une approche très data-driven, analytique, où j'essaye de sonder un peu le marché, voir un peu des chiffres, regarder les dashboards, voir les job boards, voir un peu les différentes entreprises qui recrutent ou autres. J'ai pu voir qu'il y a moins d'offres de data platform engineer, mais c'est des offres qui sont assez récentes et c'est assez niche. Et généralement, les positions qui sont assez niches comme ça, c'est un bon investissement pour l'avenir. Et généralement, les salaires et la rémunération sont un peu plus supérieurs que de simples positions, je dirais, de senior data engineer. Donc voilà, grosso modo, pour cette slide-là. Je Hyper crois pour intéressant. venir compléter un petit peu ce que tu disais, Mohamed Amin, je trouve ça très clair. Mais tu as une bonne partie aussi de proactivité. Tu combles un peu ton expertise technique avec un peu de veille et même chez ton client, si tu veux monter en compétence et lui apporter de la valeur ajoutée, c'est que tu commences un peu par l'audit que tu montrais avec tes 4 fondamentaux. Tu fais ta place, tu montres que tu es là, tu prends en main des nouveaux enjeux. Et c'est ce qui a fait aussi, notamment chez Air Liquide, qu'on te fasse confiance sur des nouveaux enjeux, sur des nouveaux clouds. C'est aussi cette partie proactivité qui est sur le coup plus un soft skills qu'un hard skills, mais que beaucoup d'entreprises apprécient. Tout à fait. Tout à fait. Tu as tout résumé, Hélène. Tu as tout à fait raison. Alors, peut-on dire que Data Platform Engineer est une spécialisation de data des rôles SysOps et SRE? Alors, c'est une très bonne question, Badreddine. Je voulais justement y venir pour les précédentes slides. Mais ce qui est assez intéressant du rôle de Data Platform Engineer, c'est que c'est un rôle qui est assez transférable dans le sens où ça se rapproche plus de l'infrastructure que la data. Donc, ça se rapproche plus de rôles DevOps, SRE et limite SysOps que la data. Moi, au jour le jour, je vois plus d'enjeux que je partage avec, par exemple, des profils DevOps, SysOps et SRE que des profils plutôt Data Engineer, du coup. Donc, c'est un peu un DevOps pour la data, si je peux répondre à ta question, Badreddine.
Alors, ce qu'on ne vous dit pas, voilà, soyons honnêtes, je voulais aussi, parce que le monde n'est pas tout rose et il y a aussi des faces un peu cachées de la profession. Je dirais que les avantages, c'est qu'il y a vraiment un impact technique assez large. On met en place, je dirais, des infrastructures utilisées par tous. On utilise pas mal de techno, c'est ce que j'aime bien chez les grands groupes, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser enfin, pas mal de technologies, d'avoir accès à une grosse stack technique et pas mal d'équipes techniques à ce niveau-là, donc tout ce qui est infrastructure as code, cloud, observabilité et autres. Comme j'ai pu le dire de mes précédentes recherches personnelles, le salaire est généralement supérieur sur ce genre de position parce que c'est un peu des profils qui sont assez niches et une profession qui commence à émerger à ce niveau-là. Et pour rebondir sur la question de Badreddin, c'est des compétences qui sont vraiment très transférables finalement sur des professions de DevOps, SRE et Cloud Architect. Pour qui ce rôle est fait, c'est si vous, demain, vous aimez vraiment l'architecture, tout ce qui est système distribué, si vous préférez plutôt l'impact long terme et que la visibilité immédiate, et vous êtes vraiment intéressé par des sujets d'infrastructure, et vous voulez plutôt vous orienter vers un track plutôt technique et pas trop, je dirais, management, enfin ça c'est par exemple ma vision des choses, moi, je pense vraiment que c'est un rôle qui est vraiment fait pour vous. Et les inconvénients du coup à anticiper, c'est qu'il n'y a pas trop de visibilité. On n'est pas vraiment en contact direct avec le métier. Parfois, on est un peu full orienté infra et on perd un peu de vue le use case métier, la finalité derrière. C'est qu'on vous n'êtes pas là à présenter finalement des chiffres, des dashboards et vraiment d'être confronté avec le métier. Votre valeur, vraiment, elle est indirecte et on est vraiment des enablers finalement pour que les data engineers puissent faire leur travail. On est vraiment je dirais, des ninjas un peu dans l'ombre et on fait le taf de la data platform. Le risque aussi, c'est un peu de s'éloigner de la data, et ça rebondit avec ce que dit Badreddin, c'est que finalement, on n'est plus trop au contact de la data, on fait plus de l'infrastructure et du cloud que de la data. Le marché de l'emploi, il est plus restreint, il y a moins d'offres que de data engineer, donc c'est vraiment une concentration sur des grandes structures, de ce que j'ai pu voir de mon expérience. Et il y a aussi de ce que je voulais en parler aussi, il y a un paradoxe de la reconnaissance. C'est-à-dire que quand tout va bien, on est invisible et on n'existe pas et tout est cool. Et c'est généralement un truc qu'on voit généralement dans toutes les équipes infra. Mais quand ça plante, c'est généralement notre responsabilité. Donc il faut réagir assez rapidement. Et en termes aussi de complexité et de difficulté, je dirais qu'il y a des complexités organisationnelles. Notamment là, actuellement, chez Air Liquide, on est dans un contexte grand groupe, multi-pays. Donc, qui dit multi-pays, par exemple, là, je suis en train de le rencontrer actuellement, il y a différentes, je dirais, politiques inter-équipes. Et l'idée d'une data plateforme un peu transverse dans son grand groupe comme ça, c'est de réussir à aligner tout le monde. Et c'est pas forcément évident quand on est dans une position transverse, notamment quand il y a des politiques un peu inter-équipes, il y a différentes façons de travailler dans différentes régions, il faut réussir à aligner tout le monde finalement. Donc, c'est pas forcément évident et c'est un challenge qu'il faut réussir à surmonter, quoi. Hyper intéressant. Vous avez dit témoignage authentique. Là, voilà, c'est très chouette d'avoir pensé effectivement les avantages et les inconvénients. Je pense que c'est assez instructif. Et puis, ben voilà, encore une fois, s'il y a d'autres, s'il y a peut-être des angles morts que vous avez identifiés, au travers de votre propre expérience, n'hésitez pas à la partager dans le chat. On la commentera avec plaisir. Je pense qu'on arrive sur la dernière question. Peut-être, moi, Benjamin, est-ce que justement, toi, tu as des questions, tu as des conseils à nous donner justement sur ce rôle-là? Yes, j'ai en tête quatre conseils principaux. Je dirais que actuellement, quand on parle de data platform, il y a beaucoup de sujets en dessous des data platforms. Ça peut être data mesh, l'observabilité, les chaos, il y a beaucoup de termes. Et finalement, on a l'impression de s'y perdre. Et moi, je pense que la chose essentielle, c'est vraiment de se prioriser sur l'essentiel. C'est demain, vous êtes sur une mission, c'est ce que vous devez apporter, c'est de la valeur à votre client. Donc en fait, il faut vraiment comprendre les besoins concrets et réels de vos projets et de votre client et de structurer finalement votre veille et votre montée en compétence sur ça. Et donc, il ne faut pas forcément trop se perdre à suivre un peu tous les sujets et autres. Il faut vraiment se concentrer sur les concepts clés qui permettent d'apporter de la valeur à votre client sur des sujets data platform. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, je dirais, c'est de l'expérimentation. Généralement, si vous avez en tête des nouvelles approches à partir de votre veille ou si vous voulez être force de proposition, c'est quelque chose qui est extrêmement bien vu dans les grands groupes et chez vos clients. C'est que voilà, si vous avez en tête une proposition, vous souhaitez pousser quelque chose ou si vous arrivez sur un projet et vous devez faire des POC, n'hésitez pas à expérimenter et vraiment d'être force de proposition en étant vraiment end zone, quoi. C'est en mettant les mains dans le cambouis, en essayant et en testant les choses. Et le troisième point, je dirais, c'est un point qui est assez négligé, mais que j'insiste énormément, et moi actuellement je travaille encore dessus, hein.
Les fondamentaux, c'est toute la vie. C'est vraiment maîtriser les fondamentaux. C'est hyper important, je dirais, d'avoir vraiment des bases solides sur la partie software engineering, DevOps, mais aussi cloud. Ça vous permettra finalement de vous adapter aux nouvelles techno, à différents clients et aux différents besoins côté infrastructure, que ce soit des besoins infrastructure data ou pas forcément data. Et enfin, le dernier point, je dirais que c'est l'un des points qui est le plus important, et c'est grâce à ça que j'en suis arrivé à là aujourd'hui, c'est s'appuyer sur les autres et la communauté. Et je remercierai jamais assez Crème de la Crème de m'avoir fait confiance. Et je dirais que voilà, il y a le Slack Crème de la Crème, des collectifs freelance, il y a énormément de personnes avec qui vous pouvez rentrer en contact. Vous n'hésitez pas aussi à me contacter si vous souhaitez discuter davantage sur mon parcours et si je peux vous donner des tips. Mais n'hésitez pas surtout à participer à des meet-up, rencontrer un maximum de personnes et d'avoir des retours d'expérience concrets. Alors moi je vais merci déjà, je pense, Hélène, elle disait merci Mohamed Amin, c'est adorable et en fait je vais rajouter, je vais corroborer ce que tu viens de dire dans le sens où effectivement s'appuyer sur la communauté. Bien évidemment je suis un peu biaisé parce que moi j'anime la communauté crème, mais il faut savoir que je suis moi-même freelance, j'organise plein d'autres communautés et c'est tellement important tout ce qui est pair programming, retour d'expérience, témoignage, partage. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on arrive à cranter. Alors, bien évidemment, il y a des freelances pour qui ça marche moins, qui préfèrent peut-être monter en compétences différemment, mais c'est vrai que c'est toujours important et on se sent en fait aussi ce sentiment d'appartenance à une communauté, c'est relativement important. Est-ce que on arrive, donc il est midi 10, on a quelques minutes encore. Je vois qu'il y avait des questions dans le chat. Est-ce que Hélène, peut-être tu avais des points, des choses que tu aimerais commenter par rapport à ce qu'a dit Mohamed? Sur le coup, je trouvais ça plutôt très clair de mon côté, surtout que je suis pas à 100% tech. Donc moi, d'un point de vue un peu externe, en n'étant pas 100% hands-on, j'ai appris plein de choses. Donc merci pour ça. Mais peut-être plus une curiosité, hein, c'est que quelle serait pour toi la next step, parce que tu as un peu cette curiosité, cette proactivité, où est-ce que, sur quelle typologie de mission tu souhaiterais peut-être t'orienter dans un futur plus ou moins proche, ou est-ce que là tu dis vraiment bon je vais me faire un gros focus sur cette niche là, comme tu l'as appelé? C'est une bonne question et je me la pose pas assez, je pense, Hélène. Je dirais que moi, ces sujets plutôt data platform, ça m'intéresse énormément. Et la suite logique pour moi, je pense, ce serait plutôt d'évoluer, faire des positions plutôt data architecte, un peu plus au global. Généralement, les profils data platform engineer, ils sont plutôt dans l'implémentation, côté hands-on et tout. Et on est vraiment, je dirais, des personnes qui sont dans l'opérationnel. Peut-être à terme, hein, je continuerai sur ce track technique et je me orienterai plutôt sur des rôles data architecte à ce niveau-là. Ok. C'est hyper intéressant. Il y a une question de Romain aussi qui était intéressante. Typiquement, les grosses organisations data platform renforcent la siloisation. Ah ouais, je pense que ça, c'est un vrai sujet qui avait tendance à s'effacer avec la philosophie DevOps. Gros challenge à ce niveau-là dans les années à venir. Alors, je suis d'accord avec ce que dit Romain, mais typiquement, j'étais aussi assez impressionné il y a ce phénomène de siloisation, mais je trouve qu'il y a certaines équipes, par exemple, à travers le monde, si je pense par exemple à l'équipe côté Asia-Pacifique de notre côté, ils ont su finalement avancer et créer de la valeur par eux-mêmes sans forcément être alignés avec ce que nous qu'on propose à ta plateforme. Il y a du bon, en fait, finalement, dans la siloisation, c'est parce qu'ils arrivent à créer de la valeur et finalement, on peut s'inspirer de ça. Et l'idée, c'est de réussir à finalement avoir une sorte de soft, enfin, comment dire, j'ai oublié le terme, mais de réussir à s'aligner vis-à-vis de ça et de prendre le bon de leur côté et nous de leur proposer du bon et de réussir à tous s'aligner à ce niveau, quoi. Je ne sais pas si j'ai été clair ou pas. Intéressant. Ben, Romain, n'hésite pas à commenter justement sur la réponse de Mohamed Amin. Il y a maintenant Eric qui pose un sujet. Alors, c'est plutôt un commentaire, mais que je trouve intéressant aussi. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Eric. Tu as tout résumé, Eric. C'est exactement ça. Bon, mais c'est bien, mais effectivement, moi j'aimerais bien revenir sur un sujet qui me tient à cœur particulièrement, c'est ce que tu as dit aussi au début, tout ce qui est soft skills.
Justement, on en parle. C'est marrant parce que ce matin, on faisait un petit déj avec des freelances de crème et on disait bon bah avec l'IA, en fait, les soft skills maintenant sont très importants et sont nécessaires pour évoluer justement sur des postes transverses et complexes. Bon voilà, je pense que tu es aligné avec ça, Mohamed Amin. Toi aujourd'hui, c'est quoi les soft skills que tu utilises ou que tu as le sentiment d'utiliser? Justement, tu as parlé d'alignement. Il y a aussi une partie de leadership. Est-ce que tu vois d'autres éléments? Moi, je dirais ce qui est assez important, c'est d'avoir une sorte je dirais d'une posture professionnelle. Moi, j'ai réussi à l'acquérir à travers le conseil. Je suis passé notamment chez une boîte de conseil qui s'appelle Quantmetry, où j'ai énormément appris, qui n'existe plus aujourd'hui, mais avoir une posture de consultant, finalement, quand tu es en freelance, c'est assez important. C'est-à-dire que en tant que freelance, on propose, mais on n'impose pas. Donc, il faut avoir cette posture-là où finalement, on propose les choses, on propose des améliorations. Et si c'est accepté, c'est accepté. Si ça l'est pas, ça l'est pas. Donc, je dirais que cette posture-là, elle est assez importante. Il y a aussi un sujet de proactivité. Il faut être assez proactif, n'hésite pas à relancer, à monter aussi en compétence, à proposer des choses. Et il y a, je dirais, enfin, merci beaucoup Badreddine, il me disait que le fait de prendre des notes, moi je suis très à l'écrit, donc je prends pas mal de comptes rendus, j'essaie d'aligner les personnes, j'essaie vraiment de tout noter finalement. Et ça me permet d'être aligné et limite de tout résumer, de mettre les choses au clair avec le client pour qu'on puisse avancer sur une ligne commune, quoi. Donc je dirais c'est avoir cette posture finalement du consultant qu'on a dans les boîtes de conseil qui fait qu'en termes de soft skills, ça fait la différence, quoi. Et je rajouterais peut-être, en plus de tout ce que tu as dit, Mohamed Amin, la communication qui n'est pas toujours innée, mais on voit qu'on préfère du coup des profils qui sont proactifs, qui posent des questions, qui s'intègrent, versus des profils top experts qui vont avancer peut-être plus rapidement, mais dans leur coin. Et ça, souvent, ça fait peur aux clients, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas les avancées ou tout avance vite. Et il ne faut pas oublier qu'on reste dans l'humain et qu'ils se disent, bah, pour X ou Y raison, que la mission se termine. Moi, je n'ai pas de bagage, je n'ai pas d'écrit, donc je vais me retrouver avec quelque chose qui fonctionne, mais pour venir le développer, je vais être coincé. Donc la communication, c'est également quelque chose qui est clé et qui vient compléter un peu cette partie où tous les soft skills que tu mentionnais. Tout à fait. C'est trop bien, mais écoutez, je vois qu'il est 12h16. Je vous propose qu'on termine dans les temps. Et surtout, un immense merci. Et même si vous êtes chez vous, qu'on ne vous entend pas, je vous invite à envoyer un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup. Merci Mohamed Amin pour ce partage. Merci Hélène pour ta contribution aussi dans l'organisation. J'espère que ça vous a plu. On a justement un sondage qui est actuellement là ouvert sur l'événement, donc n'hésitez pas à participer. Peut-être un mot sur le prochain événement Crème de la Crème. C'est le mardi 10 février. On a un café crème organisé dans les bureaux et un afterwork. Il y a également un afterwork ce soir à Paris. Je viens de vous partager les deux liens sur le chat, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, on termine en musique et on passe une très bonne journée. Salut Merci tout le monde. à tous. À bientôt. Salut à tous. Bye.